Bonjour à tout le monde, bienvenue dans La Parole au Coach. Ça s'appelle La Parole au Coach parce que pour moi c'est super important qu'on puisse discuter un peu avec les coachs. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas de plateforme à eux en vrai, si je regarde un peu. Les joueurs ils ont toujours des interviews, ils ont des trucs et tout ça. Mais les coachs parfois, même en tant que coach, c'est important d'entendre d'autres coachs parler, leur philosophie et tout ça. Donc voilà, c'est le but de ce podcast. Alors aujourd'hui on est avec une légende du Val-de-Mars, Mike Petit. On est ici à Didot, gymnase du Paris 14. Où il entraîne l'équipe Prénat, c'est ça? Plus les U20 maintenant, les U20 t'as laissé. Que la Prénat maintenant. Ok, la Prénat. Et en même temps, c'est le coach aussi de la sélection U16 de la Côte d'Ivoire. Et il est assistant sur l'équipe première de la Côte d'Ivoire. Ouais, pour l'équipe senior. Ok, et anciennement joueur. Ok, très bien. Bah du coup, en partant de là, j'aimerais un peu que tu me dises comment tu es rentré dans le coaching, mais au-delà du coaching, du basket aussi, notre sport, entre guillemets. Donc je commence par comment je suis rentré dans le basket. Ouais, voilà, comme ça au moins comme tu as dit, enfant du Val-de-Marne, Sucy-en-Brie. Okay. On a commencé là-bas avec mon grand frère après les Jeux 92. Ah ouais. Donc c'était vraiment une ambiance basket dans le quartier qui s'est mis. Mon frère a commencé. J'ai commencé avec lui un petit peu sur le terrain et à 9 ans, en 96, j'ai pris ma licence. Okay. Et après de là, voilà, on a essayé de faire notre petit bout de chemin dans le basket. J'ai eu la chance de commencer assez jeune en pro. Quelle catégorie tu as commencé le basket? En U11. Première année 11. Donc tu as fait vraiment toutes les classes? Ouais, j'ai vraiment toutes les classes. Et après pour pouvoir monter rapidement pour l'espoir, centre de formation, équipe pro. Et j'ai fait 13 ans de basket professionnel et 2-3 ans de semi-pro. Ok, très bien. D'accord. Du coup, là aujourd'hui on est principalement là pour la seconde partie de ta carrière qui est sur le coaching. Et j'aimerais savoir en tant que coach, déjà qu'est-ce qui t'a mis dedans? Et au-delà de ce qui t'a mis dedans et tout ça, quelle est ta philosophie, ton approche du basket d'un point de vue coach? Et comment quelqu'un qui a joué en pro, comme tu viens de le dire, 13 ans, c'est quand même beaucoup, tu vois, c'est pas négligeable. Comment tu fais la passerelle entre en ayant été joueur pro à devenir coach d'une équipe entre guillemets amateur, tu vois, parce que les exigences, tu vois, les disponibilités, c'est pas les mêmes. Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu coach en fait? Déjà, j'ai toujours kiffé ça. J'ai toujours kiffé la partie stratégie, même quand je suivais la NBA en tant que jeune fan de basket. Je regardais pas seulement les joueurs, je regardais aussi les coachs. J'étais vraiment à fond dedans. Et très vite, en fait, je me suis intéressé au coaching. Et dès que j'ai eu l'opportunité dans les trucs un petit peu amateurs de pouvoir m'essayer dessus, je me suis essayé. Par exemple, la première vraiment opportunité de coach que j'ai eue, c'est au K54. Ah d'accord. Si, je me souviens. Ouais, voilà, on a fait une team et en fait, il n'y avait pas de coach. Ils m'ont dit il faut absolument un coach sur la fiche d'équipe. Je dis moi, je veux le faire. Et donc depuis, je l'ai fait. Et en fait, ça m'a déjà donné un petit peu d'expérience pour pouvoir justement commencer à manœuvrer des seniors, à manœuvrer des pros, des égos, etc. Donc je me suis lancé un petit peu comme ça, petit à petit au début. Et en fait, il s'est passé un truc en 2016. Donc quand j'ai vraiment fini ma carrière pro, on a eu un match avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire où en fait on doit jouer l'Espagne, grosse nation. Et en fait le coach ne peut pas venir. On a 3 jours du match, le coach ne peut pas venir. Le manager me dit c'est toi qui vas coacher. À la base je devais jouer seulement, mais c'est toi qui coach. Donc je joue, je coach en même temps. Et au final, c'est fort ça. C'était un petit peu imprévu. Moi je fais ça en départ parfois quand je galère. Mais de le faire en départ, je même pas au niveau international. Mais le truc que j'ai vraiment eu en tête, c'est que j'ai préféré coacher que jouer ce match-là. D'accord. À ce moment-là, ça y est, t'as basculé. J'ai basculé. J'ai basculé et de là après a commencé mon entrée dans le coaching. Ok, très bien, je vois. J'avoue, c'est une entrée en matière quand même, on va dire, assez explosive. Que j'avoue, tu commences avec des U11, et tout, toi t'as commencé direct. C'est pas passé comme ça. 54, pas mal. J'avoue, c'est intéressant. Et du coup, comment t'en arrives au Paris 14? Parce que Paris 14, nouveau club jeune, qui change un peu les codes du basket amateur. Tu vois, justement, en fait, je finis cette expérience-là. Et je crois que le lendemain, je suis sur Facebook, je traîne sur Facebook et j'ai des amis qui publient des choses plutôt. Et il y en a un qui publie, Paris 14 cherche coach U20. Ok. U20. Et en fait, je voulais commencer un truc
vraiment avoir les bases. Je me suis dit, ma carrière de joueur, c'est fini. Oui. Là, je passe ma carrière de coach. Pour un coach, je suis un coach débutant. Donc, je voulais commencer par un truc vraiment pour pouvoir me développer et apprendre. U20 départ, parfait. J'y vais et en fait, de là commence mon expérience et je me rends compte tout de suite que voilà, c'est une nouvelle carrière qui commence avec un vrai départ dans la profession. Quoi. Ah mais déjà c'est un signe d'humilité pour moi, parce que c'est pas simple quand tu as un statut de revenir coacher à un niveau bas, parce que parfois le niveau des joueurs, l'intensité ou même l'exigence qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes, ça devait être pas simple, je pense, comme un début de carrière. Alors honnêtement, je me suis jamais vraiment focalisé sur le niveau des joueurs, plus sur le niveau des joueurs par rapport à la compétition. D'accord. Donc l'équipe que j'avais par exemple en U20 départ, c'était une équipe moyenne du niveau départ. Et je me suis dit, moi, l'objectif que je vais faire, c'est de les transformer à la fin de l'année en une top équipe du niveau départ. Donc je ne me suis pas vraiment focus sur le niveau des joueurs parce que c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Mais par contre, le niveau de la compétition, c'est quelque chose que tu maîtrises. Donc essaye de faire en sorte que dans ton année, les joueurs arrivent à un niveau de compétence élevé par rapport au niveau de compétition où ils sont. Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de jeunes coachs ou même de coachs très expérimentés qui parfois se frustrent eux-mêmes dans l'approche de la compétition ou de leur équipe parce que au lieu de tu vois, genre, se mettre au niveau des joueurs, entre guillemets, les développer, ils exigent parfois un niveau, on va dire, mais les gens peuvent pas avoir. Tu vois, en fait, je parle d'un principe assez simple. C'est toi qui es là. Oui. C'est pas eux qui sont venus. Si ils étaient venus en N1 où j'étais à Berck, par exemple, je vais être super exigeant avec eux. On est d'accord. Et peu importe d'où ils viennent avant, si tu es arrivé sur mon terrain, c'est l'exigence du terrain qui parle. Par contre, si moi je vais sur leur terrain, c'est à moi de faire le show par rapport au terrain. Donc, pour moi, c'était même pas de l'humilité, c'était juste de se dire, je suis chez eux. C'est à moi de faire le taf pour qu'ils soient dans de bonnes conditions pour pouvoir progresser. Ok, d'accord. Et justement, j'ai omis de le demander tout à l'heure, parce que justement, tu as un peu beaucoup de casquettes entre guillemets, dont écrivain. Parce que du coup, je me rappelle, j'avais vu sur Bein, ils en avaient parlé sur NBA Extra. Et du coup, on va revenir un peu sur ton parcours et tout. Comment t'en es arrivé à écrire je crois que le bouquin s'appelait C'était mon rêve. Alors j'en ai fait deux. Il y en a un, c'était mon rêve, c'est le premier que j'ai écrit. Voilà, c'est le premier que j'ai vu. Et le deuxième, c'est Les 5 branches d'une étoile. Et en fait, le cheminement, c'était que je trouvais que c'était encore à l'époque, maintenant c'est plus le cas, difficile de comprendre comment les joueurs vivaient leur expérience basket. Donc j'avais disputé la Coupe d'Afrique à Abidjan en 2013 et à la suite de ça, je l'avais raconté en fait dans un blog. J'avais lancé un blog à l'époque. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu. Et je tape les épisodes. En fait, j'écris, voilà, la compétition se passe comme ça, en 10 épisodes, avec un peu de suspense, avec un peu de trucs, etc. Et il y a une éditrice qui a lu le blog et qui m'envoie un message qui me dit ouais, bah voilà, top ce que tu as fait, etc. Si un jour tu as envie d'écrire, bah appelle-moi. J'ai dit pourquoi ça peut être intéressant. Donc elle dit bah essaie d'avoir, si tu as une histoire en tête, écris les 10 premières pages, tu m'envoies. J'avais une histoire en tête, j'écris les 10 premières pages, je lui envoie. Elle me dit ah c'est pas ouf. Elle me dit direct c'est pas ouf. Elle me dit moi ce qui serait intéressant de savoir c'est écris-toi ton histoire, les 10 premières pages, tu m'envoies. J'écris les 10 premières pages, j'envoie. Elle dit ah ça c'est beaucoup mieux, renvoie encore 10 pages. Je réécris 10 pages, je lui envoie. Elle dit renvoie encore 10 pages. J'ai écrit 10 pages, je lui envoie. Elle dit si tu continues ce truc là, je le publie. Et en fait, j'ai continué. Après, j'ai écrit pendant 3 mois, un peu tous les jours. Au bout de 3 mois, le livre il était prêt. Elle dit qu'à faire le travail d'édition et après le livre il est sorti en 2015. Ok, très bien. Le livre est toujours disponible, on peut toujours l'acheter ou toujours disponible, toujours disponible. À la Fnac Non, c'était sur le site de l'édition. Donc il est toujours dispo et de là j'ai fait le deuxième qui est pareil, qui est dispo aussi. On mettra un petit lien si jamais il est curieux, comme ça ils pourront aller voir. Ok, très bien. Bah, on va poursuivre. Et justement, oui, on parle de philosophie, basket et tout ça. D'un point de vue basket, tu vois, pour les jeunes coachs, parfois c'est bien d'avoir ces repères-là parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire ce qu'ils voient, qui veulent faire ce qu'ils ont vu à la télé ou en Euroleague ou en NBA pour certains et tout.
mais ils n'ont pas vraiment de philosophie. Toi, ton approche du basket d'un point de vue vraiment, on va dire, tu vois, le terrain et tout, et même de la gestion humaine et gestion de l'équipe et tout, c'est quoi ton approche? C'est très tourné vers le groupe. Déjà, c'est la première chose, c'est très tourné vers le groupe. Que ce soit en attaque ou en défense, je vais séparer les deux. Mais déjà, la philosophie, c'est vraiment l'équipe qui marque un panier. Dans cette équipe-là, maintenant, je vais essayer de valoriser les talents individuels des joueurs. C'est-à-dire, par exemple, si toi, tu es fort au poste bas, je vais moi m'arranger en tant que coach pour que tu aies des situations poste bas où tu sois à ton avantage. Et l'équipe va travailler pour toi pour que tu aies cette situation poste bas. Donc, pour moi, c'est vraiment l'individu dans un groupe et vraiment le groupe qui travaille ensemble pour marquer un panier, par exemple. En défense, c'est encore plus une notion de groupe où vraiment j'ai une philosophie de défense collective très poussée sur tous les déplacements. Tous les déplacements de défense se font vraiment en équipe. Et je pousse toute l'année en fait pour que tous les joueurs aient cette mentalité-là, de toujours travailler en équipe, de toujours faire en équipe, que même en dehors du groupe, qu'il y ait une vie d'équipe, etc. Et vraiment le moins important, c'est le groupe. Je vois. Et en tant que coach, moi aussi, dans mes temps perdus et tout ça, j'avais une question, parce que pour moi, c'est super important. Toi, je ne sais pas si c'est de la chance ou une opportunité de pouvoir, entre guillemets, vivre de ta passion, pas comme nous tous, entre guillemets. Et moi, je voulais savoir comment tu trouves l'équilibre entre vie perso et le basket. Parce que moi, personnellement, c'est très très complexe comme question et c'est pour ça que j'ai du mal parfois à m'engager. C'est toujours difficile et ça, c'est une voie. Je pense que tous les jeunes coachs doivent comprendre dans quoi ils mettent les pieds. Pour ceux qui veulent vraiment justement vivre de leur passion et qui veulent vraiment pousser le coaching à un niveau vraiment élevé, forcément, il y aura un management à faire par rapport à la vie perso. Il y a beaucoup de coachs qui arrivent sur le haut niveau et qui font vraiment beaucoup d'heures de travail. Ça demande beaucoup de travail. Voilà. Parce que moi, pour le coup, on a travaillé un peu ensemble l'année dernière. Juste en prénat, parce que les gens, il faut voir, ne se rendent pas compte du boulot qu'il y a derrière, au-delà des 2 entraînements et un match. Le fait de préparer les matchs, aller chercher un peu les tendances de l'équipe adverse, aller préparer un peu parce que du coup tu m'envoyais les trucs et tout ça et que parfois tu m'envoyais les choses, la petite vidéo qui va bien, ou même parler aux joueurs, rassurer les joueurs qui n'est pas dedans, remettre en confiance un joueur, ou dire à un joueur là tu l'as dominé parce que tout à l'heure tu parlais du groupe et d'individu dedans, le joueur qui est dominant et qui ne sait pas qu'il est dominant, il faut le pousser aussi. Et ça justement c'est ce travail de l'ombre où parfois on s'en rend pas compte. Ouais, tu vois, par exemple, moi sur un groupe de prénat pour donner un volume horaire. Je pense sincèrement que je passe 3 heures par jour sur l'équipe. Tous les jours, 3 heures par jour. Que ce soit sur de la réflexion, sur de la stratégie, que ce soit de préparation d'entraînement, préparation de match, scouting de l'adversaire, ajustement dans notre équipe, temps de discussion avec les joueurs, avec aussi le directeur technique, avec l'assistant. Je pense que je passe 3 heures par jour dessus. Et ça, on ne compte même pas tes devoirs perso en tant que coach quand tu fais la recherche. Ça, c'est encore un autre volet. Encore un autre volet où maintenant tu as envie de progresser, tu as envie de comprendre de nouvelles stratégies, etc. Où tu fais ton travail de perfectionnement. Rien que pour l'équipe, pour moi, ça prend 3 heures. Parce que j'estime qu'on a la responsabilité en tant que coach de mettre vraiment l'équipe dans les meilleures dispositions pour pouvoir performer. Et aussi, on a cette charge-là de devoir contrôler l'équipe. Qui veut dire aussi parfois alléger le travail des joueurs. C'est-à-dire que le joueur doit arriver et d'être vraiment focus sur la performance. Que toi, tu sois capable de lui dire fais ça, voilà pourquoi tu le fais, voilà comment tu dois le faire. Et que lui, il n'ait que ça à penser. S'il doit aussi penser à plein d'autres choses, peut-être ça va le rendre moins performant. Et c'est pour ça que je préfère faire ce travail-là en amont pour que lui il soit vraiment performant sur le jeu. Je vois, c'est tout à fait logique. Et ça c'est important pour les jeunes coachs de comprendre qu'il n'y a pas que les 2 entraînements où on est dans la consommation, on fait ces 2 entraînements, on fait son match et on part. C'est la partie la plus simple. Ça c'est l'évidence pour tout le monde, je pense. Voilà. Et ensuite, j'avais listé 2-3 sujets, on en avait parlé un peu. On en a discuté un peu brièvement là, mais la transition, comment tu vois la transition entre joueur de haut niveau et coach? Parce que c'est 2 métiers différents, c'est pas la même chose, c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes skills, même si tu peux utiliser les skills en tant que joueur pour faire des démonstrations, faire progresser les joueurs et tout.
mais comment tu vois la transition? Enfin, si jamais il y a des joueurs, parce que je crois que c'est Rémi qui a joué en Côte d'Ivoire aussi, Ouais. qui j'ai vu pendant CQP et tout, qui veut faire la même chose. Et est-ce que tu pousserais d'autres joueurs pro à venir dans le monde du basket, tu vois, sur cette transition-là? Est-ce que tu penses que c'est important qu'il y ait d'autres joueurs qui ont connu le monde pro de venir dans le coaching et redonner entre guillemets? Pour ceux qui ont assez d'ouverture pour se dire qu'ils sont débutants dans le monde du coaching et qui peuvent se servir de leur expérience technique et tactique pour pouvoir aider, mais qui sont débutants dans la partie coaching, Oui, ceux-là, c'est porte ouverte pour qu'ils rentrent dans le monde du coaching. Pour ceux qui pensent que le bagage de joueur suffit, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que tu peux savoir faire quelque chose, mais ne pas savoir le transmettre. C'est totalement possible. Tu peux savoir faire quelque chose et savoir le transmettre, mais ne pas avoir la patience si la personne n'y arrive pas du premier coup. Et ne pas comprendre pourquoi elle n'y arrive pas. Oui, parce qu'on ne se met pas à la place des gens, et ça c'est totalement la définition même de la pédagogie. Et il y a beaucoup de gens, même les non-pros on va dire, hein, même les coachs qui sont juste coachs, il y a cette partie pédagogique qui est très très compliquée. C'est difficile et c'est pas pour tout le monde. Non. Et le fait d'avoir un bagage technique, tactique en tant que joueur n'ouvre pas forcément la porte au monde du coaching. Il y a parfois des coachs qui n'ont pas fait cette longue carrière de joueur, mais qui ont justement cette ouverture du fait de communiquer, de comprendre comment l'autre fonctionne et comment on peut l'amener à un niveau supérieur. C'est ce skill-là qui permet au coach de vraiment avoir un vrai niveau. Pour moi, la transition, elle a été assez simple, dans le sens où, vers la fin de ma carrière, j'ai commencé à observer déjà pas mal les coachs dans leur façon de travailler. Pas seulement de me dire est-ce que c'est un bon coach, est-ce que c'est un mauvais coach. Ok, pourquoi ce qu'il fait ça marche? Qu'est-ce qu'il fait en détail? Essayer de comprendre la structure des entraînements, la structure de la programmation de la semaine, de la programmation d'une saison. Et en fait, d'essayer de comprendre vraiment tout l'univers du coaching, comment justement il gère les budgets, comment ci, ça, pour arriver sur le monde du coaching et me dire bon, j'ai déjà un petit peu vu comme si j'étais déjà assistant dans ma tête, tu vois. Ok. Et du coup, ça a été assez simple de faire la transition par rapport à ça. Maintenant, si ça sur le monde amateur, tu as d'autres réalités. Oui, totalement. Et en fait, je pense que c'est là où tu voulais en venir aussi par rapport à cette transition-là, où tu dois gérer des choses que tu ne gères pas sur le monde pro. Comment justement La disponibilité des salles, des choses comme ça. des salles, comment tu dois gérer les joueurs aussi qui ont Une vie en dehors. Voilà, une vie en dehors, comment tu gères ça et comment tu arrives à les motiver à se dépasser quand même alors qu'ils ont 35 heures de taf dans la semaine dans les pattes, quoi. C'est plus cette partie-là où j'ai dû vraiment apprendre. Okay. Parce qu'il n'y a pas ça dans le monde pro, tu es auto-motivé, auto-déterminé. Dans le monde amateur, le coach a quand même une responsabilité pour pousser les mecs vers le haut. Une grosse responsabilité, c'est vraiment gros 50-50, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas les mêmes attentes. Ok, très bien. Je vois. Alors, et une autre question. Alors ça c'est très, pour moi c'est important. Qu'est-ce que ça implique pour toi de représenter sa nation? Tu vois, ça c'est vraiment un truc du cœur, tu vois, et même d'un point de vue origine et tout ça, c'est super important. Qu'est-ce que ça représente pour toi en fait aujourd'hui, après avoir été joueur, de faire partie du staff technique de l'équipe A de la sélection et aussi d'être responsable de la nouvelle génération qui va venir des U16 de la Côte d'Ivoire? C'est super important pour moi et c'était, voilà, on parlait de transition. La transition aussi s'est faite rapidement parce que dès que j'ai fini en tant que joueur en équipe de Côte d'Ivoire, j'ai tout de suite basculé sur un poste d'assistant. J'ai fini en tant que joueur en 2017, sur la Coupe d'Afrique 2017. Et j'ai joué en septembre 2017 et en novembre 2017, j'étais déjà assistant pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Okay, donc tout de suite, ça a été une transition assez rapide. Pour moi, c'est super important de préparer l'avenir en termes de joueurs. Il y a une grosse génération ivoirienne qui arrive et qui va vraiment pour moi être dominante sur le continent africain. Je voulais être de ceux qui propulsent ces jeunes-là vers le haut. Et je veux aussi être aussi vers le haut et pouvoir disputer avec la Côte d'Ivoire les grandes compétitions. Donc, pour moi, c'était dans une logique de haut niveau, dans une logique de performance, de haute performance. C'était pour moi la suite logique.
contrairement à ce que je fais ici en France, où pour moi j'avais la volonté de reprendre au début et de petit à petit monter en gamme. Voilà, vraiment faire En sélection, c'est vraiment être assistant d'un top coach qui est aujourd'hui un des meilleurs coachs de deuxième division espagnole, et de pouvoir aussi, moi, commencer sur du haut niveau jeune, à pouvoir transmettre et à pouvoir accompagner ces jeunes-là vers le haut niveau. Non, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Parce que d'un côté, tu es en fait, moi j'aime bien parce que tu as cette double casquette, entre guillemets, où tu es assez humble pour te dire, je suis en train d'apprendre, bah, sur le côté assistant, même les formations, des choses comme ça et tout. Et d'un autre côté où justement tu arrives à mettre en exergue tout ce que tu apprends en même temps. Et en termes d'expérience, je pense que c'est bénéfique. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour apprendre plus vite. Dans le sens où c'est compliqué de faire que coacher. Compliqué de faire que apprendre, surtout quand tu es dans une période où tu es en train de faire ta place dans le monde du coaching ou dans l'univers un peu de métier d'entraîneur. Je pense qu'il faut pouvoir apprendre et être une éponge par rapport à quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, qui a d'autres méthodes, qui a d'autres façons de fonctionner et qui marchent. Et de l'autre côté, avoir un espace où tu peux justement tenter tes choses et savoir qui t'es toi. Et je pense que dans un parcours de progression comme ça, c'est important d'avoir les deux. Et j'ai la chance de pouvoir faire les deux en sélection, d'être assistant d'un mec qui est vraiment incroyable en termes de coaching, et d'être en club et pouvoir aussi tenter mes choses et voir aussi moi ma personnalité et qui je suis en tant qu'entraîneur, parce que c'est important de savoir qui on est en tant qu'entraîneur. De se définir, c'est important. Et justement, il y a une question que je n'avais pas prévue forcément, mais une question en deux parties qui nous revient. D'un point de vue ambition, parce que là, actuellement, on parle d'Afrique, du développement du basket africain et tout, et la NBA, ils ont fait le bowl là, et je vais te demander, genre, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, c'est potentiellement, s'il y avait une opportunité qui se présentait, est-ce que c'est un truc qui pourrait vraiment t'intéresser? Forcément. C'est une compétition qui est en train de monter en flèche. Le niveau des joueurs est en train de monter en flèche. C'est quelque chose qui en Afrique est exceptionnel. On en avait rêvé depuis des années. Depuis des années, oui, c'est vrai. Et maintenant, c'est là. C'est des salles de 10 000 places, 15 000 places. C'est une exposition monstrueuse. C'est aussi des top salaires pour les joueurs, ce qui n'avait jamais été fait en Afrique. Forcément, pour un entraîneur qui a envie de faire de la compétition de haut niveau, que tu sois africain ou pas d'ailleurs, c'est quelque chose d'exceptionnel, et forcément, ça me vient encore de ma tête parce que je me dis de pouvoir, Abidjan s'est qualifié pour la phase finale de la balle. C'est incroyable pour nous. Et forcément, en tant qu'Africain, c'est déjà quelque chose de grand. Et même en tant que non-africain, c'est quelque chose qui va devenir une compétition très prisée pour tout le monde. Ok, je comprends. Et d'un point de vue sélection, est-ce que, on va dire dans un futur, dans le futur, est-ce que c'est quelque chose que tu ambitionnes aussi? C'est l'objectif de départ. D'accord? De se dire à un moment donné, je serai à la tête de l'équipe nationale. Okay. Est-ce que je vais y arriver? Personne ne le sait. Est-ce que c'est facile? Non. Quand est-ce que je serai prêt? Je ne sais pas. Mais c'est dans cet objectif-là que je fais toutes ces démarches-là. De me dire un jour, le pays aura besoin de moi et je pourrai aider l'équipe à gagner des matchs ou des compétitions. Tu vois. Et c'est quelque chose qui est aussi important, voire plus important moi que la partie club. De pouvoir contribuer au succès de son pays. La Côte d'Ivoire à la base, c'était pas un pays qui a longtemps dominé dans le basket africain, dans le basket mondial. Et ces dernières années, ils enchaînent les compétitions continentales avec du succès. On a fait finaliste à la CAN en 2021, Coupe du Monde en 2019, la qualifiée pour la Coupe du Monde en 2023. C'est un pays qui est en train de monter, donc c'est aussi pour moi une exposition monstrueuse. Oui, je comprends. Ok, d'accord, très bien. C'est une bonne chose parce que l'ambition, ça nourrit aussi le travail tous les jours. C'est exactement ça. Et pour les jeunes coachs, ou même les coachs, on va dire, qui travaillent et qui sont un peu dans une sorte de confort, parfois c'est important de revoir ses ambitions pour se donner d'autres, on va dire, de la force pour plus tard. Quoi. En fait, si tu es vraiment motivé par le coaching et tu as envie de faire du haut niveau, toujours essayer de grappiller un petit truc, tu vois.
je me dis là c'est l'objectif suprême. Coacher l'équipe nationale, il n'y a pas mieux. Oui. Mais avant ça, voilà, il y a eu des étapes. Tu vois, d'abord tu es assistant et tu prends une équipe jeune. Puis après, tu essaies de grappiller un peu, de toi aussi monter en compétences. Et ça motive tout le travail que je fais ici en club pour pouvoir justement être prêt le jour où on m'appelle. Je suis d'accord. Et ça, tu vois, c'est important, tu ne grilles pas les étapes. Tu sais très bien qu'il y a des trucs à valider au fur et à mesure et ainsi de suite. Ok, bah là maintenant on va revenir un peu plus club, entre guillemets. Club ou même d'un point de vue sélection. Aujourd'hui, coach de la Prénat de Paris 14, depuis combien d'années déjà? Ça va faire la 3e année, 2 si on compte pas l'année Covid. Okay. Mais sinon ça va faire la 3e année. Bon, on va dire 2 parce qu'il y a une Covid très bizarre, sombre. Donc on va dire 2e année en tant que coach de l'équipe Prénat de Paris 14. Aujourd'hui, vous êtes à quel bilan déjà? Vous êtes plutôt pas mal. On a 17 victoires et 2 défaites. 17 victoires, 2 défaites. Vous avez certainement monté, je ne vais pas tout porter, je vais pas tout. Voilà, j'ai du bois. Ouais. Voilà. Vous avez potentiellement monté. Si aujourd'hui je devais faire un bilan par rapport à ce que tu avais prévu en début d'année et là où on en est aujourd'hui, et ce que tu prévois pour jusqu'à la fin de saison, ce serait lequel? J'ai été agréablement surpris de la. Alors je vais utiliser un grand mot, mais ça englobe vraiment tout ce qui s'est passé. La résilience du groupe. Je trouve que c'est un bon mot ça. Je trouve que c'est le mot exact. C'est le mot exact. Je ne voulais pas utiliser un mot compliqué, mais c'est le mot exact par rapport à la situation. On commence la saison avec des objectifs très élevés. Okay. On fait un effectif à l'intersaison qui peut être qualifié par les gens qui suivent le basket de Prénat comme une équipe qui peut viser le top 3 de la division. Donc à ce moment-là, on se dit, on vise le top 3 de la division, ce qui est synonyme de monter. À ce moment-là, on fait l'équipe, tout se passe bien en début de saison. Mon meneur titulaire se blesse au bout de 5 matchs. Et mon poste 4 titulaire, qui sont censés être les 2 moteurs de l'équipe en début de saison, se blesse pour une durée longue. Les deux c'est un 4 mois, l'autre 3 mois. À côté, tu as des jeunes en développement. Et jeunes que tu as eu pour certains en U20. J'ai eu pour certains en U20. Et des joueurs qui viennent d'arriver dans l'équipe. D'accord ? À ce moment-là, on a 2 solutions. C'est soit on revoit les objectifs à la baisse, soit on se dit, ces gars-là sont capables, peut-être dans un style différent de quand il y avait l'équipe au total, mais dans un style différent, ces gars-là peuvent faire le job. Ouais, ils peuvent élever leur niveau de jeu. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a eu une vraie prise de conscience d'équipe sur ce qu'on voulait vraiment faire cette saison. Et les gars ont dit, on continue la marche en avant, on continue l'objectif, on continue tout le travail, même si on sait que ce sera dans un style peut-être différent de ce qu'on avait proposé au début de saison, où on était de loin la meilleure attaque du championnat, avec une défense qui n'était pas encore... mais sans être exceptionnelle. On a totalement switché, on est passé d'une équipe très offensive à une équipe très défensive. Et au final, en termes de bilan, on a continué de gagner. Et dans ce stretch-là, avec ces 2 joueurs-là qui sont comme des joueurs majeurs qui étaient absents, on a fait, je crois, un bilan de 8-1 ou un bilan de 9-1 avec des joueurs, certains qui, un an avant, jour pour jour, jouaient en U20 départ. Et pour moi, ça a été vraiment l'effort du groupe, la résilience, qui aujourd'hui fait qu'on en est là aujourd'hui. Bah justement, moi, j'ai relevé une chose que j'ai remarqué, qui pour certains peuvent avoir l'air de rien du tout, mais tu as instauré le truc Defensive Player of the Game. Ouais. Un truc comme ça. Mais tu vois, ça, d'un point de vue groupe, c'est quelque chose. En fait, en NBA aussi, il faut ça, en ce moment et tout, avec la petite chaîne ou les trucs et tout ça. C'est des petites choses qui peuvent paraître rien, mais en vrai, ça passe. Pour les compétiteurs, c'est important. Et tu prends un petit peu de temps pour le faire. Je ne l'ai pas fait au début de saison, par exemple. Mais tu essaies de voir quel genre d'équipe tu as, quel genre de mec tu as en face de toi. Et tu te rends compte que les mecs qui sont animés par l'esprit de compétition de façon terrible et qui sont prêts à se dépasser pour avoir un Graal, un truc, une récompense. Tu mets ça en place et aujourd'hui on a la chance d'être la meilleure défense du championnat. Et je te parlais du stretch de 9-1 ou 10-1.
Depuis qu'on a changé l'objectif un petit peu défensivement, offensivement, on est passé d'encaisser 75 points par match à 57 points par match. Les mecs, ils sont à fond. Ils y vont de tous les côtés. Et en fait, à la fin, quand on décerne le t-shirt de Defensive Player of the Game, c'est un objectif. Les mecs, ils viennent à la salle en disant « Ce soir, c'est moi le… Ouais, je veux être le meilleur défenseur de l'équipe. Je vais faire ce qu'il faut. S'il faut faire l'aide défensive, je vais faire l'aide défensive. S'il faut provoquer patient en force, je vais le provoquer. S'il faut verrouiller un mec, je vais le verrouiller. Parce qu'à la fin de l'histoire, je sais que je serai récompensé devant tout le groupe par rapport aux efforts que j'ai Et fait. il n'y a rien de mieux. D'un point de vue collectif, il n'y a rien de mieux. Et je trouve même que c'est intelligent dans le sens où, parce que le basket, ou dans tous les sports aujourd'hui, même le foot et tout ça, on est très orienté vers l'aspect offensif, esthétique. Et récompenser le sale boulot, entre guillemets, moi je trouve que c'est important parce que, ouais, effectivement, c'est pas un truc qu'on met souvent en avant. Tu vois, pour les titres, on va dire, de MVP, tout ce qu'on veut et tout ça, il y a souvent meilleur passeur, meilleur scoreur, meilleur rebondeur. Enfin, tu vois, les aspects défensifs ne sont pas souvent mis en avant. Et ça, c'est important pour moi. Tu vois, tu as utilisé un mot qui est utilisé de façon commune dans le basket, faire le sale boulot. Donc c'est déjà implicitement de dire aux joueurs que la défense, c'est pas bien. Que c'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc cool. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de rendre ça cool. D'essayer de rendre ça cool, de dire à tout le monde, non, ça c'est pas le sale boulot. Ça c'est le bon boulot. Oui, c'est ça. Ça c'est le boulot, tu seras beau si tu fais ça. Tu seras fort si tu feras ça. T'as raison, tu seras valorisé. Et nous, on publie la photo sur les réseaux sociaux pour te dire, tu seras valorisé si tu fais ça. Ça, c'est le bon boulot. Et c'est ce qu'on essaie de faire et c'est une culture en fait qu'on essaie de mettre en place. Totalement, tu as raison parce que dans l'imaginaire collectif, malheureusement, on voit toujours la défense comme un truc, c'est ingrat, comme un truc ingrat et ainsi de suite. Alors que en vrai dans le basket, si tu regardes, il y a des joueurs qui sont devenus des stars en parlant par la défense. Et récemment, je regardais All the Smoke, c'était le joueur de l'Atlanta des Jeux Murray qui disait que le conseil qu'Kawhi Leonard lui a donné, il a dit si tu veux jouer en NBA, commence par défendre. Quand tu vas défendre, tu vas jouer au moins 20 minutes. Quand tu vas jouer 20 minutes, là tu pourras taffer pour être un bon attaquant. Et derrière, tu pourras devenir une superstar tranquille. C'est exactement ça. Et pour revenir sur mon équipe, j'ai le cas avec… j'ai deux joueurs qui viennent de mon équipe U20 de l'année dernière. Donc Gabriel qui joue ailier et Ryan qui joue intérieur. Je prends le cas de Ryan par exemple. Ryan, c'est un joueur qui jouait poste 5, qui a commencé le basket il y a 4 ans, qui joue en U20 départ. Il se dit, ok, comment maintenant je vais pouvoir m'insérer dans une équipe comme ça, des super attaquants, des mecs, voilà, on parle de son un petit peu de N1, on parle de joueurs comme ça. Comment moi, je viens du U20 départ, comment je fais maintenant si je veux jouer 20 minutes par match? Comment je fais? Il a poussé. Développe physiquement, avance et surtout, et l'idée à chaque fois d'être le meilleur défenseur du match. Surtout sur le rebond défensif, sur les aides défensives, sur le fait de si je te demande faut fermer un joueur, n'importe quel poste, tu dois être capable de le fermer. Travaille physiquement. Aujourd'hui, sur la course, Ariane c'est le numéro 1. Comme tu as dit, il a poussé. Défensivement, c'est un objectif pour lui. Ok, on fait le bilan là, 3/4 de la saison, il a 20 minutes par match. Parce que justement, il s'est dit, je vais me rendre indispensable sur cette partie-là. Alors ok, peut-être, quand on fera marquer des points, peut-être ce sera pas moi qu'on va appeler. Mais si on doit défendre, qui on va appeler? Ok, on va appeler Ryan, vas-y, rentre sur le terrain. Donc du coup, il s'est rendu indispensable pour le groupe. Mais ça, c'est une bonne chose parce que même l'année dernière, je sais pas si tu te rappelles, en fait, Gabriel est rentré dans l'équipe aussi par cette biais-là, sur les missions défensives. Et je me rappelle, le moment où ça a vraiment, entre guillemets, basculé, c'était le quart de finale aller, il me semble, des playoffs contre Malakoff ici, où sur un jour, on va dire, de la rookie, un peu pas dedans et tout ça, il a fait chier. Il a fait chier parce que tu l'as envoyé en mission et tout ça. Et ça déjà, pour un petit comme ça, je sais pas s'il s'en rend compte de ce que ça représente. C'est une putain de victoire, tu vois. Et puis, à partir du moment où tu te dis que tu es sur le terrain et que tu peux apporter quelque chose à ton équipe, même la partie offensive, ça va te libérer. Ça libère, Parce que tu te dis, je suis en train d'apporter quelque chose à mon équipe, je suis en train d'impacter le match. Et ils sentent bien, ils sentent le public, ils sentent les joueurs, ils sentent que tout le monde. Et même les coéquipiers, ils ont envie de te récompenser en fait. Exactement. Et tu sens que tu es en train de participer à un truc
Et forcément, ça te donne de l'énergie. Et tu prends Sylvain, c'est un bon exemple, qui lui, justement, a commencé aussi l'aventure en U20 départ, qui a fini l'aventure avec l'équipe senior l'année dernière en prénat. Cette année, il a 30 minutes par match. D'une, parce qu'il a continué le travail défensif, mais aussi parce qu'offensivement, justement, Comment ça va se développer? c'est forcément tu te libères. Parce qu'il y a des choses que tu prends l'habitude de faire à un certain rythme. Et tu peux. C'est pas pour tout le monde. Si tu prends un enfant de 12 ans, le même enfant, tu l'entraînes, tu le fais jouer en départ, et le même enfant, tu le fais jouer en U13 au Real de Madrid, à la fin de l'histoire, quand il s'entraîne en U13 au Real de Madrid, il va apprendre des trucs. Donc lui, c'est ce qui s'est passé. Il est venu en senior, il a appris des trucs élevés. Lui, il a l'intensité qui va avec. Il a pu les digérer, et maintenant, il peut les reproduire. Donc c'est vraiment le rentrer par la défense, c'est le meilleur truc pour eux. Je suis d'accord avec toi. Et pour finir un peu sur la question du bilan de la saison, comment, dans l'éventualité de monter, comment tu vois les choses? Est-ce que aujourd'hui, sans aller dans les détails et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui l'équipe était assez armée pour aller en N3 et, entre guillemets, au départ se maintenir? Ça dépend des outils du club. Est-ce que l'équipe est assez armée ou, comme d'habitude, quand il y a une grosse montée, quand tu changes vraiment de dimension en tant que club, est-ce qu'il faut essayer de ramener aussi des joueurs qui vont aller dans ce sens-là? Ou tu penses que déjà, avec les joueurs comme Rollier, que tu as cité tout à l'heure, que tu as déjà cet effectif-là en fait, qui peut potentiellement être prêt pour tenir? Tu vois, il y a, en général, c'est quelque chose qui se dit souvent dans le monde du sport où tu ne changes pas une équipe qui est en train de monter. Je ne suis pas forcément d'accord. Quand tu changes de dimension, tu es obligé d'apporter des joueurs qui ont la dimension. En fait, pour moi, c'est même pas une sorte de dimension. Okay. C'est que tu essayes de cibler tes besoins pour avoir un certain niveau. Okay. Toi, par exemple, l'année dernière, on a fini 3e en parlant de quart de finale. On peut se dire l'équipe elle est prête pour monter. Il faut juste changer un ou deux petits trucs et l'équipe elle monte. Au final, il y a 6 nouveaux joueurs. Tu vois, tu cibles tes besoins et tu vois par rapport à ces besoins-là, dans ton équipe, qui peut te les apporter pour que l'équipe soit solide. S'ils sont déjà dans ton équipe, tu ne changes rien. Si tu sens que tu as besoin d'un apport extérieur pour pouvoir combler ces besoins, bah, tu prends ces besoins-là. Parce que de toute façon, si tu ne remplis pas ces besoins-là, tu gardes ton équipe ou tu la gardes pas ou tu la changes, tu auras des problèmes. Oui, tu auras des problèmes dans tous les cas. En fait, le problème, c'est pas l'équipe de départ. C'est pas l'équipe, c'est les besoins et le niveau, les exigences du niveau. C'est tout. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à comment tu arrives par rapport aux joueurs. C'est le terrain qui parle. Le terrain te demande des choses. Il faut être capable de les voir déjà. Il faut être capable de les reconnaître. Et tu fais un bilan par rapport à ce que tu as vu cette année et par rapport aux besoins que tu n'as pas réussi à remplir. Et tu vois dans ton équipe, est-ce que l'équipe constituée de cette façon-là peut t'aider à remplir ses besoins? Soit oui, soit non. Si oui, tu continues. Sinon, tu fais des changements. Ok, très bien. Bah, du coup, on a fini le sujet. On va arriver, on va dire, entre guillemets, sur la conclusion. Et c'est en 3 parties. Et dans un premier temps, je voulais savoir, toi, en tant que coach, si aujourd'hui tu devais lister ou énumérer tes qualités en tant que coach et tes axes d'amélioration, parce que justement, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est des choses en apprentissage, même si voilà, il y a beaucoup de certitudes et tout ça. En tant que coach, quelles sont tes qualités principales et aussi les axes d'amélioration que tu penses? Il y a des domaines où tu devrais t'améliorer ou faire mieux. En termes de qualité, je dirais la première, c'est l'investissement que je mets dans chaque joueur. C'est-à-dire que j'essaye vraiment que le joueur arrive à se sentir valorisé et arrive à avoir un objectif individuel dans l'objectif collectif. C'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début. J'estime pour l'instant que c'est sur une bonne voie, pas la meilleure voie mais une bonne voie. Donc je peux la considérer comme une qualité. La deuxième, je la mettrais par rapport au niveau de compétition. Par rapport au niveau de compétition, jusqu'ici, on a réussi à avoir un bon sens tactique dans les équipes où j'ai joué, où j'ai coaché plutôt. Donc je mettrais ça comme un point, comme une qualité. Mais c'est vrai que tu as cette exigence-là où, en fait, même si tu peux te tromper,
bah, tu as envie déjà que les joueurs puissent y croire et le faire. Ouais. Et après, derrière, être capable de rectifier. Moi, je trouve que c'est une qualité, du coup. Ouais, c'est vraiment, pour moi, je pense que c'est une qualité et c'est un truc sur lequel en tout cas, les joueurs me font des retours positifs par rapport à ça, dans le sens où j'essaye de les pousser vers l'avant et qu'ils arrivent à avoir un objectif perso à la fin de la saison. Et on parle beaucoup, on discute beaucoup avec les joueurs pour avoir ce retour-là, cette exigence-là. Donc pour moi, je dirais que c'est les deux grosses qualités. Après, en termes de défauts, moi, je dirais pas défaut, c'est plus axe d'amélioration parce que défaut, ça fait très péjoratif, très négatif. C'est vrai, t'as raison. T'as raison, c'est des axes d'amélioration. Parce qu'on est tous des humains, dans l'absolu, on est là pour s'améliorer. C'est j'allais dire, le côté un peu l'effet qui se coule de la qualité. C'est que des fois, j'ai tellement envie qu'ils réussissent que je mets un haut niveau d'exigence. Et des fois, pendant la saison, tu peux avoir un peu des montées, descentes par rapport à plein d'événements extérieurs qui n'ont rien à voir avec, le basket. Et ça peut me prendre parfois un petit peu de temps pour ajuster un petit peu le truc, pour le voir et le reconnaître, de dire ok, ce gars-là, il traverse des trucs en ce moment où je prends en compte. Peut-être lâcher un petit peu, parce que sinon c'est vrai que je suis beaucoup derrière eux, j'essaye et mon objectif c'est leur donner une exigence maximum pour qu'eux se disent ok, je suis arrivé au maximum de mon potentiel par rapport à ce que j'avais envie de donner au basket. Mais si tu traverses quelque chose à côté, forcément tu ne peux plus faire la même chose. Non, c'est à moi des fois de reconnaître que ok, là, laisse-le un peu tranquille le gars. Et parfois ça me met un petit peu de temps. Ok, très bien, je vois. Bah, après, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour tout le monde. À tous les niveaux, c'est pas simple. Ensuite, c'était plus, on va dire, si tu avais un conseil à donner, bah, c'est un peu dans tous les sens, dans le sens où à un coach, jeune ou pas jeune, à un assistant, tu vois, typiquement en tant que coach, qu'est-ce que tu fais en tant qu'assistant? Parce que tu as les deux casquettes, donc tu vois, tu peux avoir un avis, on va dire, assez riche, entre guillemets. Et aussi, tu vois, aux joueurs par exemple, si tu avais un conseil à donner à un assistant coach, à un joueur. Je vais commencer par l'assistant. Ok. Le conseil que je peux donner à un assistant, c'est de poser un maximum de questions. C'est limite de tout le temps être dans la recherche, dans le challenge, pour vraiment prendre tout ce qu'il y a à apprendre dans l'aventure avec le coach. Ok, ce match-là, tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça en fait? Il va dire, là, j'ai fait ça parce que blablabla. Et essayer vraiment de capter son mindset. Et je pense que ça, c'est important pour l'assistant parce que d'une, ça peut faire de toi un meilleur assistant pour mieux comprendre comment le gars il réfléchit, mais aussi capter 3-4 trucs que tu peux réutiliser pour toi, ton propre coaching après par la suite. Oui, de toute façon, c'est bénéfique pour tout le monde. Je pense que c'est ça. Et je pense que tous les coachs qui ont un assistant, ils sont prêts à donner un maximum par rapport à ça. Pour un joueur, le conseil que je donnerais, c'est en plusieurs parties. C'est d'une, aller là où on veut pour vraiment jouer et performer. Et de deux, plus une phrase, un mode de vie, plus qu'un conseil, c'est ta valeur en tant que joueur, c'est celle que les coachs ou les clubs vont te donner. Et souvent, là, surtout là, avec cette nouvelle génération qui est sur des instants très courts, sur des highlights, sur des vidéos, ils imaginent que la carrière d'un joueur, elle est basée que sur les moments hauts de leur potentiel. Non, oui. Elle est basée sur une moyenne. Ouais, et c'est sur ça que les coachs vont juger qu'est-ce que tu es capable de faire tous les jours. C'est ça. Pas ce que tu es capable de faire sur un mauvais jour, par exemple. Ouais, exactement. Parce que ce que tu fais dans un bon jour, tout le monde peut le savoir à peu près. Mais un mauvais jour, qu'est-ce que tu peux donner à l'équipe? Et c'est sur ça que ta valeur va être évaluée. Et tu peux prétendre
que à ce que les mecs vont te donner. Par exemple, toi tu dis que tu as un joueur N3 dans ta tête, mais si tu n'as pas d'offre de N3, tu n'es pas un joueur de N3. Tu vois? Et ta valeur, c'est là où tu es bon. Par exemple, si tu as un bon joueur de prénat, mais qu'en N3, tu n'as pas d'apport, tu es un bon joueur de prénat. Oui. T'es pas un joueur de. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas un. Ça t'empêche pas d'être un bon joueur en prénat, mais pas être. C'est ça en fait. Pas avoir le niveau, quoi. Et souvent en fait, je trouve que surtout les jeunes joueurs, Ils sont persuadés. ils s'évaluent vers le haut en disant j'ai pu jouer en N3, je suis un joueur de N3. Non, mais si t'as pas d'apport dans cette équipe-là, les autres clubs vont pas t'appeler. À part le club bouteille, ils vont pas t'appeler. Donc c'est pour ça que c'est important de bien s'évaluer par rapport à ça. Ça c'est les conseils que je donnerais à un joueur. Maintenant, un coach, pour moi, c'est s'investir au maximum. Chercher à se développer, chercher à progresser, chercher à apprendre de nouvelles choses. C'est la curiosité perpétuelle pour essayer d'atteindre un niveau supérieur. Tu vois, aller chez les joueurs, c'est vraiment développer ses gammes, développer sa lecture de jeu. Pour les coachs, voilà, il y a beaucoup de cliniques maintenant qui sont sur YouTube. On a la chance d'être franchement, d'une génération connectée. Là-dessus, on n'a pas d'excuses. J'ai pas envie de voir, on peut pas. Tu vois, on parlait tout à l'heure de travail individuel et volume horaire. Je sais que perso, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux avec mon téléphone. Je suis beaucoup sur Instagram et aujourd'hui, maintenant dans mon feed, 80% du feed, c'est des trucs de basket. Je suis d'accord avec toi. Exercices de coaching pour faire tes entraînements, des systèmes de jeu. On a la chance d'une génération connectée aujourd'hui. On a tout accessible. On n'a pas d'excuses. Je te dis la vérité. Je me lève le matin, je fais mes trucs, je vais sur les réseaux sociaux. Je prends 5 minutes et les trucs que je vois, c'est système de jeu, exercice, système de jeu. Je prends 5 minutes tous les jours. Mais en 5 minutes, j'ai vu un exercice par jour. Bah oui. Et ça enrichit en fait tout ton bagage en tant que coach. Ça fait 300 exercices par an, des nouveaux trucs que j'ai jamais vus et que je peux voir, utiliser à ma sauce, etc. Ça me fait des nouveaux systèmes de jeu que je peux voir, comment je peux voir par rapport à mon équipe, est-ce qu'il convient à un tel. Exactement. T'es gagnant. Je suis gagnant. Tu vois, je prends le dernier match. Je vais te raconter une anecdote véridique. Je prends le dernier match, on joue Sarcelles. On est à +2, il reste 30 secondes. Remise en jeu, ligne de fond pour nous. Il reste genre 10 secondes. J'ai vu ça. Il reste 10 secondes sur la pause. Je te promets, le matin, je me lève, je vois un truc, je vois une touche, je me dis, cette touche-là, elle est pas mal. Hein. Avec mon équipe, elle passerait sûr. Je passe toute la matinée à essayer de la tourner dans tous les sens. Avec tous les joueurs, je me mémorise dans ma tête. Ok, ce joueur-là, s'il fait ça va se passer comme ça par rapport à tel profil de joueur. Ce joueur-là, vu qu'il ne tire pas, ils vont reculer par rapport à ça. Je la fais dans ma tête. Le soir, comme par hasard, la situation se produit où je peux l'utiliser. Et ça va avoir un impact sur le résultat du match. Bah, le fait justement d'avoir cette habitude de voir des nouvelles choses et de pouvoir réagir sur l'instant, bah, en fait, je l'ai utilisé finalement. Je l'ai utilisé, le play pass, on passe à +4, on gagne le match et tout le monde est content en fait dans l'histoire. Bah oui. Et je me dis… Même toi, tu as cette sensation de fierté parce que tu as appris quelque chose de nouveau, tu te l'as approprié et tu as réussi à le mettre en œuvre. C'est ça. Et ça, il n'y a rien en termes de sentiment, de satisfaction. Et en fait, mieux. tu te dis, d'une, tu es content parce que le play a marqué, parce que vous avez gagné. Deux, tu te dis, ok, cette routine que j'ai mis en place par rapport au fait de découvrir de nouvelles choses sur un temps très court, je parle de 5-10 minutes par jour, ça commence à porter ses fruits. Et ça a du sens. C'est ça. C'est ça qui est important. Parce que tu te dis maintenant, tu as pris non seulement l'habitude de faire cette routine-là, mais tu as pris aussi l'habitude de savoir est-ce que le système il est bon pour toi ou non. Et tu as pris aussi l'habitude de pouvoir la retranscrire dans un moment de pression avec ton équipe. Et quand tu prends ces habitudes-là, tu te dis, ok, c'est peut-être un début de progrès. Bah oui, ça c'est du progrès vraiment parce que on dit ça pour les jeunes coachs parce que parfois il y a beaucoup de coachs qui voient des systèmes, qui voient les exercices sur internet et qui les prennent tels quels et qui les foutent dans leur groupe. Le truc c'est qu'ils n'essayent pas de faire le travail parce que le
plus important dans tout ça, en fait, c'est le travail entre les deux. C'est entre les deux. C'est entre les deux de se dire, ouais, ça c'est bien, en vrai, pour moi ça me va et tout. Mais est-ce que ça va marcher avec mon groupe? Comment ça peut marcher avec mon groupe? Comment je peux rester pour que ça à la fin? C'est ça. Et ça là-dessus, c'est là que tu as raison, parce que c'est là vraiment que ça fait le travail de coach, en fait. C'est ça. Le coach, il est là, surtout quand tu as une équipe senior où voilà, tu es jugé sur les résultats à la fin, tu es sur les résultats. Donc toi, tu dois faire tout le travail en amont pour être sûr que le résultat donné à la fin, il soit positif. Peu importe la manière. Peu importe la manière, il soit positif. Donc toi, tu dois faire tout le travail. C'est-à-dire que tu dois voir, est-ce que le truc qui marche? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que si? Est-ce que... Et tu dois faire tous les scénarios dans ta tête. C'est-à-dire que par exemple, un système que tu prends, tu dois pas juste prendre et le refaire. Non, pas possible. Tu dois schématiser dans ta tête. Tu dois faire tous les trucs par rapport à... Parfois, tu dois prendre un système que tu as vu sur un truc, mais tu dois changer les positions par rapport au profil de tes joueurs parce qu'un tel est un shooter. Par exemple, sur le système que tu as vu, le 2 c'est un shooter, mais toi ton 2 c'est pas un shooter. Donc comment tu fais? Adapter. Tu l'adaptes. Tu vois, donc c'est avoir ce pouvoir de reconnaissance là et après justement de prendre des habitudes pour pouvoir reconnaître si c'est un bon système et savoir comment le transmettre aussi parce que des fois tu es en pression, tu as 1 minute sur le temps, tu l'as eu 7. Mais comment tu fais maintenant? Il faut le retranscrire, il faut que les joueurs comprennent. Tu vois, c'est un autre travail. Et ça, c'est un autre travail à faire où c'est ce que, par exemple, moi, c'est un truc que je prends souvent dans l'entraînement. Je prends 2-3 minutes sur l'entraînement pour voir est-ce que je suis capable de retranscrire ce que j'ai vu et est-ce que les joueurs sont capables de le faire. De toute façon, moi je suis d'accord avec toi là-dessus parce qu'on voit beaucoup de coachs en panique, même des très bons coachs, en panique sur les moments clés d'un match. 4e quart-temps, il prend un temps mort, il est à -2, il prend un temps mort, il ne sait pas si il prend la balle devant ou derrière déjà. Et derrière, en fait, il tâtonne. Et ce moment de tâtonnement-là, ça c'est dû au travail, au devoir pas fait en amont. Parce que parfois, en fait, oui, tu peux avoir la pression du match et tout ça, mais généralement, quand tu fais tes devoirs, tu as des set plays en fait. C'est-à-dire que tu as des set plays pour, vas-y, si j'ai besoin d'un 3 points, je ferai ça. Si j'ai besoin d'un 2 points, je ferai ça. Si il reste 2 secondes, vas-y, je ferai ce truc-là, machin et tout. Et justement, ce travail-là, c'est super important. Et moi, je trouve que tout le monde devrait le faire. En fait. Ça permet de tranquilliser un petit peu l'attitude du coach à ce moment-là, précis. On a tous la pression. Franchement, on l'a tous. C'est toujours plus simple de se dire j'ai un play là, c'est sûr qu'il va passer. Au lieu du freestyle. Le freestyle, c'est rare que ça fonctionne. Parce qu'en fait, tu te dis ok, t'es moins stressé s'il y a -2. T'es moins stressé s'il y a égalité. T'es moins stressé s'il y a ci. Parce qu'en fait, ça te donne la confiance que tu peux encore renverser la vapeur ou que tu peux encore prendre l'avantage. Pour moi, le travail, il sert surtout à ça. Il sert surtout au fait que ça t'enlève de la pression de savoir que tu as une solution. Oui. Ça se voit, ça va marcher. Oui, mais au moins, dans la proposition, au moins toi quand tu arrives, tu es moins pris. Les gens sentent ça déjà. Les joueurs le sentent. Oui, moi en tant que joueur, je rigole tout le temps dans ces moments-là. Donc, j'ai la chance d'avoir été le joueur le plus casse-couille. Parce que je me dis, dans mes 10 là, il y a Mike. Ouais. Mike qui est comme ça. Elle attend de voir si tu es capable de gérer ce moment-là, tu vois. Donc moi, quand je suis chez moi, avant les matchs, pareil, je fais pas mes plays longtemps à l'avance. Par exemple, quand je suis dans la préparation de match, des fois 2 heures avant le match, je note toujours un play par carton que je fais si j'ai le temps de parler à mes joueurs, ou s'il y a une touche, ou si j'ai un temps mort. J'ai toujours un play dans ma poche. Si je vois que le moment il est chaud, que le moment truc, je regarde. Ton petit anti-sèche, tranquille. Au moins je sais que moi ça me détend de fou. Et je me dis si moi ça me détend, mes joueurs ça va les détendre aussi. Et ça leur donne confiance aussi en toi sur le fait que peut-être qu'il peut nous sortir un truc. Tu vois. Et ça crée une connexion. Ça crée une connexion. Ça. Même les joueurs ça les rassure et de toute façon tout le monde est gagnant dans l'histoire. C'est ça. Donc ça c'est une bonne chose. C'est une habitude à prendre en vrai pour tout le monde. C'est une habitude à prendre parce que moi, l'une des pires défaites que j'ai eues, c'était en Coupe de Val-de-Marne. J'étais jeune coach, finale, on a la balle pour gagner, j'avais pas de play pour 3 points. Tu vois. Ouais. Donc du coup, à partir de ce jour-là, il y a eu un switch. Et des fois, malheureusement, on apprend mieux dans ça. C'est-à-dire que moi, c'est parce que j'ai vu des choses qui m'ont, en tant que joueur, qui m'ont vraiment frappé, des défaites
cruels comme ça où justement des fois le coach il n'avait pas de play, tu vois, ou des trucs. Oui, je vois. Et je me dis, ah, tu sais quoi, si moi un jour je suis coach, au moins on pourra prendre sur ça, il faut que j'ai un play, il faut que j'ai un truc, il faut que j'ai une situation, il faut que j'ai travaillé en entraînement, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Et ça me permet justement de travailler un peu plus et aussi de travailler un peu mieux. Totalement, je suis d'accord. Bah, pour conclure, là c'est un peu, on va dire, la partie freestyle, c'est, vu que tu fais beaucoup de choses, c'était un peu de savoir c'était quoi les choses à venir pour toi, pour cet été, je sais pas moi, le K54 peut-être, mais voilà, toutes ces choses-là, c'est ça. Franchement, honnêtement là, le truc le plus important pour moi, c'est les compétitions internationales, tu vois. Ok. Et surtout celle forcément avec les seniors, c'est la Coupe du Monde. Ouais. C'est une opportunité incroyable. Forcément, ça donne envie d'y participer, ça donne envie de se challenger aussi, de se mesurer, d'échanger. Toi, à la CAN, on a eu la chance de parler avec Mike Brown, qui est aujourd'hui peut-être le coach de l'année au NBA. Bah pour moi, le coach de l'année, pour moi, clairement. Tu as la chance de pouvoir parler des mecs comme ça. Reste pour ça, le taf, il est super. Donc moi, en tant qu'assistant, c'est le truc que j'aimerais voir là. C'est ok, je peux m'asseoir avec les gars, on parle un peu basket. C'est sûr, je vais pas dire un mot, mais mon oreille sera bien tendue. Parce qu'il y a des choses, c'est ça que je kiffe. Et ça me permet aussi de pouvoir parfois retranscrire des petits trucs avec la prénat, Inch'Allah, bientôt la M3, pour justement faire avancer mon projet, faire avancer le groupe et faire avancer les joueurs aussi. Tu vois. Donc, pour moi, la prochaine étape, Coupe du Monde et apprendre de ces gars-là. Ok, très bien. Bah, en tout cas, merci mec d'avoir pris le temps, c'est cool. Et j'avoue, on a eu du mal à se voir et tout, mais pour moi c'est super important qu'on commence ensemble parce que je savais que tu avais des choses à dire. Toujours un petit truc à dire, c'est important. Bah, en tout cas, merci et bon entraînement parce que tu as entraîné tout à l'heure là. Et merde pour la montée, je pense que ça va le faire, mais merde quand même, tu vois. On va faire un beau set. Et bon courage pour la Coupe du Monde à venir. Merci. J'espère que ça va bien se passer. Merci. Merci à toi Mike. Lourd. Ça va, ça a été? Ouais, cool. En vrai, ça va, c'était naturel. Du coup. Bah, c'est pour ça que je préférais pas préparer. En fait,